Un peu là. Attends, je règle juste un truc avant de On est en lancer. direct Attends. là. Ah là, on y est déjà? D'accord. Attends, 40 secondes. C'est bon. Allez, Abdoulaye, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce Café Perspective. Si vous voulez, aujourd'hui, on accueille Abdoulaye Dia, qui est un écrivain mauritanien, essayiste. Il agit un peu sur des terrains philosophiques. Donc aujourd'hui, on l'invite dans le cadre de nos Cafés Perspectives pour le découvrir, pour déjà plonger dans son univers, l'univers du néophyte. Il est auteur de plusieurs ouvrages, trois, on va dire, voilà, dans son univers. Il nous parle du néophyte, des relations qu'il a avec sa grand-mère, des questions existentielles qui se posent, des questions philosophiques, des questions sur la spiritualité, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Merci pour cette invitation et pour ce brillant résumé aussi. Avant d'entrer même dans la matière, je dirais que tu as parfaitement résumé les trois livres, quoi, d'ailleurs. Très bien, parfait. Donc, je vais en profiter. Tu connais un peu Perspective Afrique, mais je vais en profiter pour le présenter aussi aux personnes qui nous écoutent. Perspective Afrique est un groupe de réflexion basé à Bordeaux, donc qui a été créé il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, on agit sur plusieurs domaines, dans le domaine historique, de la géographie, le droit international, de la communication, composée de chercheurs, d'étudiants, d'acteurs de la société civile, d'écrivains, etc. Et on essaie de réfléchir un peu sur la façon de revoir les relations que l'Afrique peut tisser avec la France et le reste du monde, donc les relations Afrique-France. Donc aujourd'hui, nous t'accueillons parce que tu as publié récemment un nouvel ouvrage Mhm. qui est ton troisième essai philosophique. Euh, qu'est-ce que tu peux nous parler déjà de cet ouvrage, de ce dernier ouvrage, et nous dire c'est quoi son contenu? Mm. Merci pour la question. Donc, le dernier ouvrage qui porte comme titre Dialogue avec moi-même est un ouvrage, disons, sous forme d'aspect, je dirais plutôt sous l'angle pédagogique, est un guide de réflexion sur beaucoup à travers tout simplement certaines disciplines dans le cadre de mes recherches. Euh, le titre est en fait je me suis j'ai eu l'idée de titrer l'ouvrage Dialogue avec moi-même en parallèle avec le titre de l'ouvrage de Nelson Mandela, Conversation avec moi-même. C'est une invitation à aller à la rencontre de soi par rapport à un certain vécu. Et ce vécu s'enracine dans le réel, qui se structure dans différents aspects de notre vie. Et en première instance, les réflexions tournent autour sur des questions philosophiques. En ce sens, par exemple, on a différentes parties qui structurent l'ouvrage. Dans la première partie, je parle ou j'évoque l'itinéraire philosophique du néophyte, en ce sens le néophyte philosophant, qui suit en ordre bien établi, c'est-à-dire de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et généralement, tout enfant se pose des questions du pourquoi au pourquoi.
Et dans cette période-là, les questions que je me posais souvent sont liées à la spiritualité, disons plutôt à la religion, sur Dieu. Qui est Dieu? Comment nous a-t-il créés? Et aussi le sens de l'existence par rapport aussi à cet ensemble de structures qui nous définit dans un sens, que ce soit par exemple l'éducation qu'on nous inculque à travers certaines valeurs qui sont structurées par notre culture, nos mœurs, notre tradition. Donc, dans cette partie du néophyte philosophant, je me mets en perspective, en constant dialogue avec disons plutôt les structures de base à partir desquelles j'ai reçu l'éducation au sein de la société. Mais qui est le néophyte? Parce que beaucoup de gens veulent savoir le néophyte, parce qu'on entend parler de ça, mais est-ce que c'est toi? Est-ce que tu essaies de retranscrire ton enfance en lui donnant un caractère? Parce que aussi, on dit, le premier ouvrage que tu as publié, qui est d'ailleurs celui-là, Ainsi murmurait le néophyte, c'est un peu comme Ainsi parlait Zarathustra. Je pense que c'est un peu nietzschéen. Est-ce que Nietzsche t'influence dans ta façon d'écrire? Et qui est le néophyte concrètement? Une question très, très condensée, dynamique d'ailleurs, qui fait un dialogue en parallèle entre, d'un côté, Ainsi murmure le néophyte, qui sous-entend quelque part le titre de l'ouvrage de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Cela dit tout simplement que quelque part, je suis très inspiré, influencé quelque part par la philosophie de Nietzsche. Rien que le nom, quand on entend le nom de ce philosophe très, très étonnant, très mystérieux, nous sommes frappés. C'est-à-dire, déjà dans le nom, on lit les conjonctions de coordination, ni et Nietzsche, tu vois. Donc, intuitivement, j'ai été happé, capté par ce philosophe qui, quelque part, est en dynamiteur, qui s'interroge, qui remet tout en cause. Et il se trouve que le personnage de mes écrits néophytes a quelque chose de Zarathustra, en ce sens que il interroge le milieu dans lequel il évolue, il interroge les valeurs à partir desquelles on essaie de le structurer, de l'éduquer. Et le parallèle entre le néophyte ou et Zarathustra, je dirais plutôt, c'est dans le sens où Zarathustra, pour comprendre le monde contemporain, le monde occidental dans lequel il vit, va puiser ses ressources dans la philosophie de la Grèce antique. Essayer de comprendre comment les Grecs ont conçu leur monde et comment est née la tragédie grecque à travers leur mythe. Et à partir de là, il voit le monde comme une puissance. D'ailleurs, il parlera de la volonté de puissance. Cette force créatrice, cette force qui, à partir d'elle-même, a fait jaillir le monde. Et que le monde est né de différentes contradictions. Et de ces contradictions jaillit l'étincelle, cette étoile qui est une poussière et qui compose le monde.
Donc, ceci m'amène à le mettre en parallèle avec tout simplement nos cultures, comment nos cultures conçoivent la vie, comment aussi on interprète nos spiritualités, nos cultures, nos mœurs en tant qu'être existant dans le monde. Oui, parce que moi, ce parallèle m'a beaucoup intéressé parce que toi, en tant que jeune Mauritanien qui a connu le Fouta, tu t'inspires de Nietzsche qui parle dans un monde typiquement occidental. Mais Nietzsche, on sait très bien que c'est l'un des philosophes les plus complexes qui existent dans l'histoire de la philosophie. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, il fait partie de ceux qui, même après avoir fini une thèse de doctorat sur Nietzsche, on ne comprend pas vraiment Nietzsche parce qu'on a l'impression qu'il converse avec lui-même, qu'il est dans son monde. Donc le parallèle que tu fais avec le monde grec, donc gréco-romain, et le monde du Fouta, c'est quand même quelque chose de très, très révolutionnaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inspirer de Nietzsche pour raconter toi-même le parcours du néophyte qui déjà s'inspire de sa façon de voir le monde, de ce que sa grand-mère lui disait, Tano, comme tu l'appelles dans ton premier ouvrage. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que ta grand-mère t'a inspiré et quelles sont les réponses qu'elle t'apportait quand tu lui posais des questions existentielles sur Dieu, la nature, l'être, le vivant, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement, avec beaucoup de joie d'ailleurs, puisque on a là un dialogue qui s'installe entre tout simplement ma grand-mère qui représente quelque part toute la culture, les civilisations dans lesquelles le Fouta a rayonné. Et de l'autre côté, Nietzsche dans son être en tant que philosophe occidental qui est quelque part aussi lié à ses parents, à ses grands-parents, puisque étant de naissance catholique, d'ailleurs très croyant, il avait un rapport très intime par rapport tout simplement à la spiritualité chrétienne. D'ailleurs, durant son enfance, il écrivait beaucoup de poèmes pour magnifier Dieu, pour témoigner tout son amour pour cet être suprême, cette intelligence suprême qui, quelque part, définit et structure son réel, son existence. Et son père, qui était aussi également un fervent catholique, lui a inculqué quelque part les valeurs du monde chrétien, par exemple les valeurs telles que la tolérance, le fait de ressentir de la compassion vis-à-vis de l'autre. Et ce sont des valeurs aussi que je retrouve dans ma culture à travers tout simplement les valeurs que véhicule l'islam, que ma grand-mère m'a inculqué très tôt. Sauf qu'au fur et à mesure que les deux personnages grandissent, d'un côté Nietzsche est le personnage de Zarathustra et quelque part le néophyte, qui en grandissant s'interroge sur ces valeurs-là. Sauf que les interrogations par rapport à ces valeurs diffèrent tout simplement du milieu dans lequel chacun de ces personnages évolue et grandit. Zarathustra, à un moment donné, va nier tout simplement les valeurs acquises qu'on lui a inculquées à travers tout simplement le catholicisme. Et le néophyte, lui, n'est pas entré dans cette phase de remise, de nier, d'entrer dans le nihilisme complet des valeurs acquises, mais se met plutôt dans une perspective de remise en question, quelque part dans le doute, mais un doute constructeur.
constructif du moins. Merci beaucoup pour ces réponses. Oui, effectivement, là maintenant, je comprends un peu mieux. Bon, j'avais lu le texte. Il y a dans le premier tome que tu as écrit, Ainsi murmurait le néophyte, où il y a beaucoup de poésie, où tu mets des textes de poèmes que tu alignes, qui sont vraiment très denses et très intenses. J'invite vraiment les gens à se pencher là-dessus parce que c'est particulier parce que dans l'environnement mauritanien, on est quand même le pays des millions de poètes, mais il est très rare de voir quand même des textes de poésie philosophiques, donc basés sur des réflexions philosophiques. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très révolutionnaire, de très nouveau, qui quand même mérite d'être lu, d'être compris et de poser le débat là-dessus. Tu t'intéresses aussi à des réflexions philosophiques dans un cadre politique, donc de philosophie politique. Parce que tu t'inspires aussi de Nelson Mandela, Conversation avec moi-même. Donc, toi, tu as écrit Dialogue avec moi-même. Qu'est-ce que tu as voulu montrer avec cet ouvrage? Comme tu l'as parfaitement dit, dialogue avec moi-même étant, disons, un moment réflexif où s'inspire tout simplement de cet ouvrage magnifique de Nelson Mandela, Conversation avec moi-même. Puisque quand il était en prison, il dialoguait beaucoup avec lui-même. Il se posait énormément de questions par rapport à la lutte qu'il mène. Et parallèlement à ça, le néophyte qui vit une vie solitaire, même s'il n'est pas en prison, il n'est pas, voilà, il n'est pas limité dans ses mouvements. Cependant, il se retire souvent sur lui-même, il se renferme souvent sur lui-même, a envie de réfléchir sur certains phénomènes de la société. Et parfois, les textes sont souvent écrits sous forme de prose, et parfois, ils sont écrits sous forme poétique. Par exemple, si je prends le titre dans la deuxième partie du livre, Tragédie existentielle. Là, c'est celui-là qui se pose des questions sur la mort, par exemple, la peur qu'on ressent par rapport à la mort. Est-ce que les réponses qu'on nous apporte dans la religion sont-elles suffisantes? Pourtant, les réponses sont là. Cependant, il y a toujours on est toujours en perpétuelle quête de réponses. On remet toujours certains faits établis en question. Qu'est-ce qu'on retrouve une fois après avoir perdu l'âme, une fois qu'on se retrouve dans le monde, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et si on s'intéresse ou on se base sur les récits religieux, c'est tout un univers, hein, c'est un univers conçu de manière, je dirais, quelquefois poétique, quelquefois aussi dramatique, puisque on a des comptes à rendre une fois là-bas. Donc, cette peur qui nous habite nous amène tout simplement à nous poser des questions, à nous dire, les réponses sont là, on nous apporte des réponses, mais on n'est pas satisfait parfois. On est toujours en quête de réponses à certaines interrogations. Et pourquoi il est important pour toi cet aspect spirituel? Parce qu'on sait que dans le Fouta mauritanien, il y a des hommes, des vrais guides religieux. Je pense à Bogué avec le cheikh Abdoulaye Dia, Thierno Abdoulaye Dia, qui a beaucoup influencé le mouvement soufi de Cheikh Ibrahim Niasse. Donc, issu dans ce milieu-là où on a grandi avec une façon d'interroger l'existentiel, une façon d'interroger Dieu, l'existence de Dieu, une façon d'interroger la pratique religieuse. Est-ce que cela t'a influencé dans ta façon d'écrire?
Euh, je dirais, c'est la substance même qui a nourri ma plume. C'est-à-dire, cette écriture est toujours en constant dialogue entre les bases à partir desquelles j'ai reçu l'éducation. À travers tout simplement la religion, on m'a inculqué des valeurs, à travers la culture, on m'a inculqué des valeurs, à travers aussi les mœurs. Et ceci constitue les substances, ou je dirais ce que j'appellerais tout simplement les principes fondamentaux à partir desquels on est structuré tout simplement pour comprendre le monde. Maintenant, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, on rencontre d'autres cultures, d'autres façons de voir le monde, d'autres manières d'interpréter le monde. Et tu as parlé ici de quelqu'un euh, a apporté un apport considérable dans la religion musulmane à travers les différentes doctrines, Thierno Abdoulaye Dia. Par exemple, ce personnage ou ce marabout a quelque chose de particulier, de différent par rapport tout simplement à la manière dont les marabouts du Fouta interprètent ou tout simplement expliquent le rapport de l'homme à Dieu et comment aussi nous sommes constitués en tant qu'êtres humains et des êtres spirituels. Puisque quand on regarde au fond, la philosophie interroge sur les croyances. On a un marabout qui, à partir tout simplement des questionnements philosophiques, explique Dieu. Et tout son raisonnement se base sur la rationalité. Il est parti tout simplement de l'interprétation divine de Imam Ghazali pour expliquer Dieu. Et quand tu entres dans l'osmose, ou plutôt dans l'univers de ce marabout, tu te retrouves dans la philosophie par excellence. C'est-à-dire, il te dit, Dieu, on ne peut pas dire par exemple que Dieu existe. On dit plutôt que Dieu est, et il est de tout temps. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et ce sont des questions qui frappent en esprit, en essayant tout simplement de comprendre. Qu'est-ce quelque chose qui n'a pas de commencement? Comment expliquer quelque chose qui n'a pas de commencement? C'est la question du pourquoi, du pourquoi. Et ce pourquoi-là, moi, j'en ai fait des réflexions philosophiques qui me permettent tout simplement de nourrir mes réflexions et de les traduire soit par des textes en prose, soit par des textes tout simplement poétiques. Merci beaucoup pour ces réponses. Je savais qu'il y avait cette influence-là parce que moi aussi, je suis beaucoup influencé par cette culture, cette tradition soufie qui permet d'expliquer le monde et la religion, la spiritualité, les croyances d'une façon vraiment très philosophique, mais de la philosophie pure et dure parce que là, c'est des informations qui viennent du cœur et qui vont dans le cœur, des informations qui viennent de l'esprit et qui vont dans l'esprit. Donc, les cœurs et les esprits sont connectés. Donc, c'est des choses qui me parlent beaucoup. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ta façon d'écrire, qui vraiment, des fois, peut être accessible à certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup d'intimité, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impression que tu t'écris toi-même, tu écris ton parcours. Quand on voit le parcours du néophyte, on voit ton parcours. Si on ne te connaît pas, en tout cas, on essaie de deviner que c'est en tout cas quelque chose qui, de près ou de loin, te touche toi personnellement. Maintenant, moi, j'ai du coup d'autres questions qui vont tourner autour de ta façon de concevoir du coup les valeurs ancestrales. Parce que je sais que tu as été très proche donc, du coup, de ta famille, de ta grand-mère, qui t'a poussé, qui a répondu à certaines de tes questions, qui t'a permis de voir les choses d'une certaine manière. En tout cas, c'est ce qu'on comprend quand on écrit tes textes. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, quand on essaye de voir les choses de façon globale en Afrique,
est-ce qu'on a besoin de se reconnecter aux valeurs ancestrales? Il y a des gens qui font déjà ce travail. Je pense à Africa Mondo, par exemple, qui est une ONG basée au Québec, qui fait beaucoup de travail pour essayer de reconnecter les Africains à leurs ancêtres, aux valeurs ancestrales, en mettant en avant certaines choses qui sont dans l'Afrique profonde. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, nous, on doit travailler pour essayer de nous reconnecter à nos valeurs fondamentales, bien sûr, bien avant l'esclavage et bien avant la colonisation? Tu poses ici une question très complexe, très profonde et très pertinente. Puisque c'est l'être africain dans sa déchirure, dans sa blessure, qui revient tout le temps sur son identité. Et l'identité, c'est quelque chose de très complexe. Quand on parle d'identité, il n'y a pas que la culture, il n'y a pas que les mœurs, il y a la religion, il y a la spiritualité qui est très, très déterminante pour l'être métaphysique de l'homme, pour tout simplement expliquer son existence et pour quelque part se rassurer, puisque l'homme est un être angoissé par excellence. Et cette angoisse est toujours liée à l'inconnu, à cette chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, pourquoi nous sommes dans ce monde, qui nous a créés, d'où nous venons, et où est-ce que nous retournons, où est-ce que nous allons dans l'au-delà. Donc, c'est des questions fondamentales qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas... c'est-à-dire que quotidiennement, on a l'impression que c'est des choses banales, que la vie, voilà, elle est là, elle continue quotidiennement. Sauf que l'être humain est hanté par ces questions, quand tu es seul, il t'arrive souvent d'avoir ces intuitions, de te poser ces questions. Au moment de dormir, ces questions te hantent. Et même tes rêves, d'où même la naissance de la psychanalyse pour essayer de comprendre tout cela. Il y a un monde derrière des mondes, ce que Nietzsche appelle l'arrière des arrières, l'arrière des mondes. C'est-à-dire c'est comme une maison avec une multitude de portes. Chaque porte que tu ouvres, il y a une autre qui s'ouvre. Et une autre qui s'ouvre, et ainsi de suite à l'infini. Et ce cycle-là, c'est tout un univers qui se dévoile. Et cet univers se dévoile dans la religion. Et tandis que Nietzsche a voulu détruire la façon dont les religions expliquent le monde pour trouver la vérité en lui-même. En cela, il dit qu'il est une dynamite pour venir tout simplement dynamiter certains fossoyeurs de l'être humain. Parce que tout simplement, pour lui, la religion diminue la puissance existentielle de l'être humain. C'est-à-dire, pour lui, il faut se confronter à la peur, il faut se confronter à cette angoisse existentielle et ne pas se donner des explications que lui, il appellerait tout simplement la morale des troupeaux. Cette suffisance morale religieuse pour accepter tout simplement la tragédie existentielle. Donc, ça, c'était pour expliquer réellement l'aspect tragique et angoissante, existentielle de l'être humain qui cherche à se reconnecter ou à se connecter quelque part pour tout simplement donner sens à son existence. Et il se trouve que l'être africain qui a été brutalisé, qui a été martyrisé, qui a été nié dans son être, dans son existence, a, à un moment donné, après une prise de conscience, voulu se rattacher à ses origines. Tu as parlé de ma grand-mère. Je ne peux pas, par exemple, faire un bond, avoir l'impression de quelqu'un qui saute du coq à l'âne. Au sein de l'islam, on nous apporte des réponses par rapport tout simplement à la religion. Et depuis le bas âge, j'étais très proche d'une grand-mère qui est très pieuse, qui est une érudite du Coran et qui, de manière très poétique, savait me rassurer par rapport tout simplement à certaines de mes interrogations. La première interrogation par excellence, par exemple, c'était qui est Dieu? Je viens la voir, je dis à ma grand-mère, je te vois prier, je te vois en train de faire des wirds.
c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Elle me dit, je suis en train d'adorer mon Seigneur. Et qui est ce Seigneur? Elle me dit, là, tu poses une question qui n'a pas de réponse. Comment ça se fait une question n'a pas de réponse? Là, pour me rassurer, elle dit tout simplement, c'est Allah, c'est le plus grand. Il est né de lui-même. Et à partir de lui-même, il a créé le monde. Et à partir de cette création, c'est toute une littérature religieuse qui se met en place. Donc, dès le bas âge, on m'inculquait déjà ces croyances-là qui sont liées tout simplement à Dieu, par la suite la création des anges, par la suite la malédiction de Satan qui a induit Adam et Ève en erreur, qui sont retrouvés par la suite sur la terre ferme. Et de deux sont descendus tous les prophètes, tous les êtres humains. C'est très complexe. Si j'entre dedans, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est dire tout simplement le cheminement spirituel que j'ai suivi auprès de ma grand-mère qui, à partir de l'islam, m'expliquait les choses. Maintenant, quand j'ai découvert quelque part que l'homme noir a connu la traite négrière, qu'il a connu la colonisation, et que à travers ce malheur, il a été coupé de sa spiritualité première, de sa spiritualité originelle. Et tout en moi et toi, par exemple, nous avons grandi dans l'islam. Et si on nous dit quelque part, si on dit quelque part, si on dit quelque part que nous grandissons, voilà, que non, je voulais plutôt dire, pardon, j'ai perdu le fil. Je voulais plutôt dire que cette explication religieuse dans notre culture, dans notre société, c'est toute une littérature religieuse qui naît tout simplement à travers les prophètes, à travers leur vie. Par exemple, le prophète Mohammed, c'est toute une vie qui se déploie. Donc, on a déjà un cadre bien spécifique. Et que par la suite, on nous dit que ceci ne t'appartient pas. C'est une spiritualité arabe, c'est une culture arabe, ça t'a imposé par la force, ça t'a été imposé par la domination. Et tu te dis, qu'est-ce que si vous détruisez cela, si ceci n'est pas la vérité, quelle est la vérité? Qu'est-ce que vous avez, quelle réponse apportez-vous? Et là, on te dit, on te découvre toute une civilisation, tout un autre monde qui sont les soubassements ou bien les substances premières de la religion africaine. Et cela n'est autre que ce qu'on appelle les civilisations classiques africaines, qui ne commencent pas d'ailleurs qu'à partir de l'Égypte pharaonique. On a Méroé, Napata, on a, bon, avant, le Kama d'abord, ce qu'ils appellent territoire bien-aimé des dieux. Et par la suite, de là sont nées d'autres civilisations jusqu'à la Nubie, et la Nubie qui a donné naissance à l'Égypte pharaonique. Et il se trouve que c'est tout un univers spirituel qui a une autre conception, une autre dimension de Dieu, une autre façon d'interpréter et d'expliquer le monde à travers tout simplement des mythes qui sont nés de leur inspiration divine. Si on, par exemple, on prend la racine tout simplement à partir de l'Égypte pharaonique, on parle d'Osiris, Osiris et Horus, qui sont les piliers fondamentaux de la religion ou de la spiritualité africaine. Et là, il y a un dialogue qui s'instaure. Ce dialogue qui s'instaure, c'est entre celui-là qui est né dans une religion musulmane structurée par des normes, et de l'autre côté, tu découvres la religion ancestrale de tes ancêtres. Il y a un problème qui se pose. Où est la vérité dans tout ça? Et pour là où moi, je ne suis pas d'accord avec les afrocentristes, c'est quand ils ont cette haine destructrice de tout ce qui précède après la religion ancestrale. Or que toutes ces spiritualités ont un fond commun.
ont quelque chose qui les relie. Et cette chose qui les relie, c'est le divin. Tous parlent d'un être supérieur qui est à l'origine de notre existence, qui est à l'origine tout simplement de tout. Et là, le travail qu'il faudrait faire, ça serait un travail, je dirais, de reconnexion, un travail qui réconcilie entre tout simplement la religion ancestrale africaine et les religions des livres. Il y a des savants comme le professeur Grégoire Biego, que je salue d'ailleurs, qui m'encadrait un moment dans ma recherche doctorale, qui est dans cette perspective, qui n'est pas dans la perspective de détruire, qui n'est pas dans la perspective de confrontation, mais qui est dans une perspective synthétique. Il cherche tout simplement à réconcilier les religions monothéistes, les religions révélées, et la spiritualité ancestrale africaine. Il dit tout simplement que c'est une continuité logique. Qu'à un moment donné, nos ancêtres ont eu des prophètes, ils ont connu des prophètes. Akhenaton, par exemple, dont on parle, si tu connais Akhenaton, tu arrives à comprendre la spiritualité d'Akhenaton, tu vois la religion musulmane quelque part, tout simplement. Parce que rien que le nom d'Akhenaton nous dit énormément de choses. Parce que si tu découpes le nom étymologiquement, tu as Ankh, c'est que les afrocentristes mettent comme chaîne avec une tête en rond, un corps qui est un peu rectiligne avec des bras des côtés latéraux. C'est un symbole de vie. Or que cet Ankh-là, ce symbole de vie, est né du nom d'Akhenaton qui est inspiré aussi de Washiré, c'est-à-dire de l'attribut divin le plus absolu dans la religion pharaonique. Et Ankh, dans le nom d'Akhenaton, ou la racine étymologique d'Ankh, ça veut dire vie. Et tu as le suffixe atome. Donc, atome qui signifierait tout simplement la lumière. C'est-à-dire que c'est celui-là qui est illuminé, donc la vie illuminée par le divin. On le relie souvent au rayon du soleil. Et quand on parle d'atomes, de là est sorti les atomes. Donc, tout ce qui est atome, on parle d'énergie, on parle de lumière, on parle de source énergétique qui fait fonctionner le monde, qui fait que le monde est en mouvement, que le monde est en constant mouvement, en constante évolution. Et cela est tout simplement fabuleux. Quelqu'un qui, à partir tout simplement de la source divine par le soleil, explique le monde. Et cette croyance lumineuse est ce qu'on retrouve tout simplement dans les différentes croyances que d'autres appelleraient animistes dans les traditions ou dans les croyances animistes africaines de nos jours. Il suffit d'interroger ces croyances qu'on appelle animistes pour faire le lien entre la religion atonienne de l'Égypte pharaonique et les croyances africaines morcelées à travers différents peuples qui, d'ailleurs, à la base, ne faisaient qu'un seul peuple, d'où tout le controverse du titre de l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, Nation et agriculture. Oui, et c'est justement là où je voulais en venir, parce que je vois que tu es très, très inspiré et influencé positivement par les travaux de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop qui a quand même non seulement montré la voie à une Afrique réconciliée avec son passé de terre de culture, terre de civilisation. Donc Cheikh Anta Diop qui était dans une dynamique déjà de remontrer au monde entier que la civilisation africaine et la civilisation mère, bien sûr à travers ses explications scientifiques qu'il donnait sur le fait que l'Égypte soit une terre noire, bien sûr, habitée par des populations noires, qui d'ailleurs a été longtemps démentie, qui a été longtemps peut-être même cachée dans le monde scientifique
international, occidental. Donc, il avait un discours très virulent. Cheikh Anta Diop également, qui, dans la suite logique de sa pensée, c'était aussi un homme politique parce qu'il s'intéressait à la question politique africaine. Est-ce que le savoir, la culture et la politique peuvent être dissociables? Est-ce que c'est deux éléments qui sont dissociables? Parce que quand on tient un discours, par exemple, comme tu viens de tenir, et quand on s'inspire de Cheikh Anta Diop, naturellement, qui a beaucoup travaillé pour revaloriser la culture noire africaine, et qui derrière aussi avait une démarche politique, parce qu'il avait, voilà, il avait une organisation politique aussi. Est-ce que les deux sont dissociables? C'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on peut faire juste un travail de mémoire, un travail sur la culture, la civilisation, et laisser de côté la politique, ou est-ce qu'on peut juste s'intéresser à la politique et laisser de côté ce travail de mémoire et de civilisation qu'il faut faire au niveau du continent africain? Le micro, le micro. Allô, c'est bon? Oui. Là, tu m'amènes à nous replonger encore dans la civilisation nilotique, parce que tout simplement, si on parle de nos jours de l'approche pluridisciplinaire, l'approche systémique, ça sont des choses que nos ancêtres avaient déjà réfléchi, avaient déjà conceptualisé, puisque pour eux, le savoir est le savoir est unique. Et la seule différence avec l'époque actuelle, le monde actuel, c'est qu'à cette époque, ne pouvait acquérir ce savoir systémique qui ne pouvait pas être dissocié que les esprits ou les bonnes âmes qui sont préparés à l'acquisition de ce savoir. En ce sens que la politique, les mathématiques, l'astronomie, les sciences naturelles ne pouvaient être dissociées. Parce que tout simplement, pour connaître Dieu, il faut connaître le tout. Et tout ceci était relié à la spiritualité quelque part. Donc, la politique était à elle seule, elle ne peut pas expliquer le monde. Elle est toujours liée à d'autres savoirs qui se connectent de manière logique et qui font que la société s'harmonise. C'est ce qu'ils appellent tout simplement la Ma'at. Dans la Ma'at, tu as justice, la justice, l'équilibre et l'harmonie. La justice, l'équilibre et l'harmonie. La justice, c'est-à-dire que Dieu en lui-même, il est juste. Et en cela, si on veut être un homme bon, qui s'inspire des lois divines, on doit incarner la justice. Ça, c'est le principal, la source première. Et cette justice appelle la politique. Et pour diriger, pour être capable de régner, il faut incarner la justice. En sens que la politique ne peut pas être dissociée de la justice. Donc, ceci m'amène à dire, à revenir sur Cheikh Anta Diop, qui illustre très bien cette substance-là, cette réalité harmonieuse je parlais tout simplement de la vie, qui en soi regroupe ces différentes disciplines, qui cherchent tout simplement à connaître le monde. C'est-à-dire que eux, ils faisaient la lecture du monde à travers tout simplement l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est en lui-même et en soi la science. Donc, tu vois, aujourd'hui, dans notre monde actuel, on fait la dissociation de ces choses qui fait qu'on s'écarte tout simplement de ce tout qui harmonisait le tout. Et maintenant, quand on ramène tout ceci à un seul corps, on retrouve l'harmonie. Et c'est ce qu'a fait Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, quand tu regardes son parcours, tu te dis comment ça se fait que cet homme se retrouve dans différentes disciplines.
Et il est à la base scientifique. Il a fait une formation en philosophie. D'ailleurs, il fut l'élève de Gaston Bachelard en épistémologie. Il a fait des études en politique. Il s'est formé en politique. Par la suite, il s'est orienté aussi en physique nucléaire pour étudier le carbone 14, à partir de quoi il voulait démontrer l'aspect négroïde de la civilisation néolithique. Donc, ceci dit tout simplement qu'il était dans cette perspective de rassembler, de reconstituer tous les éléments épars, tout ce qui était déstructuré chez l'Africain. Donc, ce qui dit tout simplement qu'aujourd'hui, un jeune Africain qui voudrait retrouver son identité ancestrale est appelé tout simplement à s'initier. D'où même le nom du néophyte. Moi, quand j'ai découvert ce savoir-là, et que ça a créé chez moi une forme d'angoisse, de crise existentielle, il m'a fallu renaître. Et pour cette renaissance, ça demande de l'initiation. Il fallait d'abord recoller ce qui a été cassé. Il fallait reconstituer ce qui a été démembré. Et pour ça, c'est tout un cheminement spirituel qui se met en place. Et quand on se met dans ce cheminement, on ne peut pas le faire en dissociant le savoir. Dedans, tu apprendras la politique, comment être juste, comment incarner en soi l'esprit de la Mahat, non? Et comment aussi connaître les éléments de la nature, ce qu'on appelle tout simplement les premiers éléments basiques qui forment tout simplement la matière. L'eau, l'air, le feu, la terre. Voilà, les 5 éléments fondamentaux qui constituent la matière, c'est des choses qu'on a apprises depuis le fondamental au collège. Mais sauf que sans cette connexion systémique, sans cette conscience qui va vers cette entité première, on ne peut pas connaître la quintessence, le sens profond de ces choses-là qui sont voilées. C'est en cela que Cheikh Anta Diop a voulu tout simplement révolutionner le savoir en Afrique. D'abord, il dit qu'il vient rendre service à la science. Et en rendant service à la science, il rend par là même service aux Occidentaux, qui il considère quelque part ont sciemment falsifié la vérité. Et en falsifiant cette vérité, ils ont déformé quelque part le savoir. Donc, en raison de cela, on dit que son ouvrage Nation Nègre Culture, que j'étais en train d'expliquer d'ailleurs, parce que là, voilà ce que je voulais dire, c'est quand il a écrit, au moment d'écrire Nation Nègre Culture, pour le titre, il a écrit Nation au pluriel, singulier, culture au singulier. Et ses condisciples ou ses pairs, dans le cadre tout simplement dans le cadre académique, ont crié au scandale. Il parle il réduit toutes les cultures africaines à une culture. Mais c'est que les gens n'avaient pas compris. Il réduit toutes ces cultures à une culture, c'est pour tout simplement que toutes ces communautés qui se morcellent, qui sont divisées et qui s'entretuent politiquement, en réalité, c'est une seule entité culturelle qui forme une unité culturelle. Et que si on s'interroge à la base, même les langues, que ce soit le Peul, le Soninké, le Wolof ou les langues bantoues, ont une seule et même racine linguistique. D'où le continuum linguistique entre ces différentes langues-là et la langue mère. Donc, c'est dit tout simplement qu'on ne peut pas, pour revenir à ta question, on ne peut pas dissocier la politique et les autres domaines du savoir, parce que quand on veut comprendre la totalité des choses, on ne doit pas les morceler. Oui, tout à fait. Cheikh Anta Diop a été très discipliné. Il a eu plusieurs disciplines en même temps qu'il jonglait. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'avoir une idée vraiment très anthropologique des choses. Au niveau de la langue aussi, il privilégiait beaucoup les langues africaines.
Il utilisait le Wolof qu'il essayait de décrypter par rapport aux hiéroglyphes, donc avec des similitudes. Aujourd'hui, ces sciences, j'ai l'impression qu'elles sont négligées parce qu'il est très très rare de voir des disciples de Cheikh Anta Diop qui ont maîtrisé ces dynamiques. Il y en a, hein, mais ils sont quand même ils sont en nombre très très limité. Il y a évidemment Théophile Obenga, il y en a d'autres. Hein. Théophile Obenga qui a également fait un travail extraordinaire pour poursuivre l'héritage de Cheikh Anta Diop. Mais ce sont des savoirs, j'ai l'impression, qui ne font pas écho au niveau des États africains. Ils ne sont pas enseignés parce qu'ils ne sont pas considérés comme de la science, tout simplement. Euh, ils ne sont pas enseignés dans les écoles africaines. Donc, on grandit évidemment en ignorant toute cette partie de l'histoire, tout simplement parce qu'on n'en sait absolument rien du tout. Et puis surtout, nous, en Mauritanie, en tant que Mauritanien, bien sûr, on est un peu déconnecté par rapport à tout ça, j'ai l'impression, parce qu'on n'a pas cette sensibilité que peut avoir, par exemple, un Ghanéen, un Béninois, qui, eux, enfin, ils aiment bien mettre en avant les cultures, les valeurs ancestrales, les traditions, les religions africaines, mais dans l'Afrique profonde. Nous, on a été peut-être très centré, très concentré dans les religions monothéistes, l'islam et le christianisme. Donc, on ne perd pas beaucoup de temps à réfléchir sur les religions qui existaient avant l'arrivée de ces religions, parce que dans l'Afrique noire, dans l'Afrique centrale, il y a toujours des animistes, il y a toujours des personnes qui croient en la nature, qui ont des religions africaines. Et ça fait partie de nos cultures, ça fait partie de nos traditions. Je pense qu'on ne peut pas les ignorer parce que c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes en tant qu'Africains et notre façon de penser, quoi qu'il advienne, peu importe notre religion. Cela nous fait partie en tout cas de notre façon de concevoir notre rapport avec autrui. Là, du coup, on va passer à d'autres questions. La question que je me pose justement, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire pour que l'héritage de Cheikh Anta Diop soit inscrit dans le cadre mauritanien? Parce que je ne sais pas si tu connais le docteur Sikamsi, Mamadou Ibressi, qui est un égyptologue que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, un peu comme beaucoup d'entre nous, et qui est d'une pertinence exceptionnelle. Il met des fois des textes, il met des fois des études, des fragments de textes qu'il publie sur ses réseaux sociaux. Il écrit aussi beaucoup d'ouvrages. Euh, mais il a une page Facebook où il fait un plaidoyer sur l'enseignement de l'égyptologie en Mauritanie. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de nécessaire dans le contexte mauritanien? Est-ce que tu penses que ça peut passer, ce genre d'initiative, dans le contexte mauritanien? Très pertinente question, très pertinente. Allô? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Oui. Oui. Puisque tu parles, est-ce que c'est nécessaire? Ça ne peut être que nécessaire. Ça ne peut être que nécessaire. Puisqu'en fait, en réalité, la mémoire de l'Africain a été effacée et on y a mis autre chose. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, la métaphore? Parce que quand on a voulu nous asservir et nous dominer, il a fallu d'abord par les armes dominer. Il y a l'histoire pour nous apprendre voilà, comment ça s'est passé. La traite négrière, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça. Ils sont venus et d'entrée, ils ont dominé le continent. Non, il y a toute il y a des phases sur le plan historique qui
qui doivent être, je dirais plutôt, dites et enseignées. Puisque il y a eu des résistances, il y a eu des rois, il y a eu des consensus entre les rois africains pour défendre tout simplement leur héritage et ne pas se laisser dominer. Et que c'est après être vaincu par la ruse et par des stratégies très machiavéliques qui sont arrivés à dominer le continent africain. Maintenant, quand ils ont avant même d'arriver, ils sont d'abord donné les moyens, les outils pour déstructurer et se donner les raisons ou, je dirais plutôt, le droit d'aller dominer et d'asservir ces communautés et à en faire leur en fait tout simplement leur propre bien, comme ils traiteraient tout simplement leur bétail, tout simplement. Et pour ça, ils sont passés par quoi? Ils sont passés par la religion. Parce que tout simplement, c'est la base fondamentale qui structure l'individu dans son entité, dans son être. Et pour y arriver, ils ont tout simplement réinterprété les textes en disant tout simplement que le noir est ici d'une abomination, d'une malédiction. À partir de leur ancêtre Cham, tout simplement. Bon, je ne vais pas entrer dedans parce qu'on ne va pas s'en sortir, c'est très complexe. Pour dire tout simplement, il a fallu d'abord détruire quelque part la spiritualité africaine, détruire quelque part ce qui faisait que l'Africain avait des références, se donnait des raisons d'être et avait cette fierté d'exister pour refuser tout simplement la domination. Ils ont d'abord détruit ce mécanisme-là pour pouvoir tout simplement le dominer et arriver à cette phase de mission civilisatrice après la traite, tout simplement. C'est pour dire tout simplement que, le fait de se reconnecter à nos spiritualités ancestrales ne peut être que nécessaire parce que tout simplement, il y a quelque chose qui a été détruite en nous. Et cette chose qui a été détruite en nous est essentielle dans la formation de l'être, dans l'acceptation de soi, dans l'affirmation de soi. Et quand on enlève cela, on devient un être attendri, on devient un être soumis, on devient un être corvéable, on devient un être assimilé, tout simplement. Et on a vécu cela 5 siècles, plus 11 siècles de colonisation. Donc, tout a été détruit. Tout a été détruit fondamentalement. Et on a connu des savants qui ont voulu restaurer cette conscience historique africaine afin qu'on ne soit plus la risée du monde, afin qu'on ne soit plus vu comme des sous-hommes, qu'on ne soit plus vu comme des êtres dénués de toute intelligence. Si on voit aujourd'hui jusqu'à présent, on a un rapport de dominant-dominé avec l'Occident, avec le monde arabe. C'est parce que tout simplement, ils ont réussi à nous faire croire que nos civilisations ont été des civilisations inférieures. Que, par exemple, dans le monde arabe, c'est grâce à l'islam que le noir a été civilisé et devenu un être humain. Que dans le monde occidental, c'est grâce à la Bible que le noir a été civilisé et devenu un être humain. Et c'est eux-mêmes qui ont aujourd'hui créé, quelque part, les réactionnaires afrocentristes qui sont en train, tout simplement, de faire ou de commettre les mêmes erreurs qu'eux, ils ont commis. Non, mais ce que tu dis est très intéressant. C'est très intéressant dans le sens où évidemment qu'il y a, c'est une volonté délibérée de la colonisation de venir avec l'Église pour pouvoir instaurer une nouvelle façon de voir le monde et de définir l'homme
africain comme un homme inférieur qui n'a aucune religion, qui n'a pas de foi. L'islam était dans la même démarche en venant pour coloniser, justement. Évidemment, on disait clairement que les Africains étaient des personnes qui étaient plus proches des animaux stupides que des êtres humains normaux. Ibn Khaldoun lui-même, il était dans cette dynamique-là, expliqué très clairement dans l'ouvrage de Tidjane Ndiaye, le génocide voilé. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et il y a aussi dans la conscience universitaire, dans les plus grands, parmi les plus grands chercheurs, et ça m'a beaucoup interpellé quand j'ai lu Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Il disait clairement que il ne sait pas il n'a pas expliqué que l'Afrique avait une civilisation. Parce que pour lui, l'Afrique a une civilisation islamique. Donc une civilisation religieuse. Donc l'Afrique fait partie de la Oumma, en fait. En tout cas, on va dire, il explique les civilisations à travers les religions et la partie islamisée de l'Afrique fait partie de la civilisation islamique. Donc l'Afrique noire, en tant que terre peuplée de personnes noires et bien sûr du monde Maghreb, et fait partie de la civilisation, islamique. Et donc ça montre un peu le fait qu'on ne reconnaisse pas à l'Afrique sa capacité d'avoir sa propre civilisation tirée de ses propres racines. Et donc, je trouve qu'il y a quand même, mis à part Cheikh Anta Diop, qui a été le précurseur dans ce domaine-là, il y a un manque criant de travaux là-dessus, et même de doctrine en Afrique de façon générale, parce qu'on a l'impression qu'on s'est adapté par rapport à ce qu'on a voulu nous imposer, on l'a accepté. Et aujourd'hui, bon, c'est quasiment trop tard, même s'il y a encore des personnes qui pensent qu'on peut revenir en arrière, faire des... Voilà. Je pense qu'on doit avoir notre propre processus de développement, comme l'a dit Felwine Sarr, voilà, aller à notre vitesse et ne pas essayer de rattraper le retard déjà, entre guillemets, s'il y a un retard déjà, voilà, donc ça c'est aussi à définir. Essayer d'aller à notre rythme pour pouvoir se développer tout seul. Mais évidemment qu'il y a ce besoin-là de se reconnecter avec nos traditions. Mais aujourd'hui, quand on voit par exemple que dans nos traditions, il y a encore des choses que nous ne tolérons pas, comme les inégalités de caste, les inégalités qui existent, qui existent, la hiérarchie ethnique et sociale qui existe dans nos sociétés. On se pose encore des questions parce que est-ce que ça, ce sont des éléments de notre tradition que nous devons conserver avec fierté ou que nous devons remettre en cause? Qu'est-ce que tu en penses? Tu poses là une question très inédite, puisque là, on entre dans le cœur de la problématique sur tout simplement l'être africain dans le monde en ce moment. Peut-être avant d'entrer dans ça, continuer peut-être pour venir à ça, en fait, sur le fait que on a besoin de nous reconnecter sur notre spiritualité première sans pour autant balayer ou tout simplement détruire les religions des livres. L'islam, c'est que l'islam est, et c'est que certains propagateurs de l'islam en ont fait. Il y a une différence. Si Ibn Khaldoun se permet tout simplement, à partir de son savoir, en déduire que il y a des races supérieures, qu'il y a des races inférieures, moi, je ne peux pas dire que cette façon de concevoir, cette interprétation se base sur les textes profonds de la religion musulmane. C'est tout simplement une volonté personnelle d'interprétation à des visées quelque part politiques et hégémoniques. Les vrais connaisseurs de l'islam, si tu entends ces gens-là expliquer les textes, toi, l'initié africain à tes valeurs ancestrales ou à la spiritualité africaine profonde,
tu arrives à faire une reconnexion. Tu arrives à voir clair. Tu comprends qu'en réalité, il n'y a pas une contradiction entre cette religion-là et nos religions ancestrales. Et que, quelque part, tout peuple a connu des prophètes et que d'un contexte à un autre, d'une civilisation à une autre, d'une époque à une autre, il y a une réalité spirituelle qui prévaut. C'est-à-dire que pour moi, il y a une certaine forme de renouvellement spirituel pour tout simplement rappeler l'être humain au logos dans la Grèce quand on parle en gréco-latin et à la ma'at quand on parle en Égypte pharaonique et à la voie des justes si on se replace dans les religions monothéistes actuelles. Pour moi, il n'y a pas que chaque religion est descendue tout simplement dans un contexte bien déterminé et se propage à l'humanité. Et que si on interroge ces religions-là de fond, on comprend en réalité ce n'est qu'une continuité divine. En ce sens, il n'y a pas de confrontation interreligieuse, mais il devrait y avoir un dialogue interreligieux, un dialogue de profondeur, un dialogue de consensuel, en vue tout simplement de préserver les acquis humains. C'est-à-dire que la religion ancestrale africaine, elle est universelle. Telles que les religions de livre, les religions de livre sont universelles également parce que tout simplement, les valeurs sont universelles. Maintenant, s'il y a la volonté primaire, grégaire et archaïque de certains hommes animés d'une idéologie, que ce soit politique, que ce soit meurtrière, ça n'engage que ces gens-là. Il faut tout simplement de la lumière, de la lucidité, et normalement être clairvoyant pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Maintenant, pour revenir en ce qui concerne le milieu casté des sociétés africaines, tel que par exemple, nous sommes Peuls, je prendrai l'exemple de Peuls. Pourquoi je disais que c'est une question inédite? Parce que tout simplement, cette question n'a pas été réfléchie en amont. C'est-à-dire que nos prédécesseurs n'ont pas eu à se poser cette question pour essayer de le résoudre. En ce sens qu'il devrait y avoir de nouvelles pistes de recherche pour s'interroger sur les sociétés africaines traditionnelles actuelles. Parce que moi, dans mes hypothèses, dans le cadre de mes recherches doctorales, je dis tout simplement, pour comprendre cela, il est important d'aller vers la source, de comprendre d'abord. Prenons l'exemple de la communauté Peul. Est-ce que la communauté Peul fut-elle toujours castée? Est-ce qu'elle a été castée de tout le temps? En se posant cette question, on est amené à aller vers la découverte, à comprendre le processus historique à partir duquel cette communauté-là s'est structurée religieusement, culturellement, pour se retrouver l'état actuel dans lequel elle se trouve. Ça m'a amené vers les travaux du géant Ahmadou Hampâté-Bâ, qui a fait un travail exceptionnel sur ces questions-là. Sauf que, comme tu disais tout à l'heure, en dehors de nos éminents chercheurs, philosophes, savants panafricains, on n'en a pas d'autres qui ont... c'est-à-dire que ça n'a pas été vulgarisé. Et aussi, les politiques africains n'encouragent pas dans ce sens parce que tout simplement, ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas nationalistes dans le sens de la souveraineté, de chercher cette souveraineté pour enseigner, pour libérer nos savoirs, pour enseigner ce qui nous constitue d'abord. Et enfin, résoudre certains problèmes qui constituent des tares qui nous empêchent de nous développer. Regarde la communauté Peul aujourd'hui. Ce qui nous mine de l'intérieur, c'est le système de caste, tout simplement. Je vois beaucoup de débats en ce moment qui se font sur la toile au sujet du système de caste. Il y a des choses que je ne comprends pas. C'est comme par exemple vouloir faire une œuf des omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas dire que quelque part nous avons des valeurs
qui nous structure, et que le système de caste fait partie de nos valeurs parce que tout simplement, le Tchibolo, il a sa connaissance, c'est une connaissance à valoriser, que le Tchad, il a ses pratiques qui sont des pratiques à valoriser, et que quelque part, ça structure, ça hiérarchise. Pour moi, il y a une contradiction. C'est soit on fait une révolution complète pour nous débarrasser du système des castes, pour dire tout simplement que c'est une création sociale, une construction sociale qui est née dans un contexte bien déterminé, qui n'explique pas toute l'histoire d'une communauté, qui n'englobe pas toute l'histoire d'une communauté, que c'est un fait culturel, c'est un fait social, c'est une construction sociale dans une époque bien déterminée, et c'est une construction injuste, tout simplement. Parce que si dans les civilisations néolithiques, les pharaons et les prêtres, ce qu'on appelle les prêtres savants, faisaient tout pour qu'il n'y ait pas de distinction entre les individus au sein de cette grande, tout simplement, civilisation, il y a d'esclaves que les prisonniers qu'on a attrapés en temps de guerre. Là, c'est le terme d'esclave. Mais au sein de la communauté, entre eux-mêmes, il n'y avait pas ces distinctions d'hierarchie entre les individus. Tout individu disposé à acquérir du savoir peut être éligible dans les temples pour acquérir du savoir. Or que si je reviens à mon hypothèse de départ, comme quoi que ces communautés-là, les communautés africaines traditionnelles, sont ici des civilisations ou de la civilisation néolithique. Donc, à la base, on ne connaissait pas cette hiérarchisation d'individus et qui, tout simplement, divise ces communautés-là. Ce qui reviendrait à dire tout simplement que le système de caste, c'est quelque chose qui est né dans un contexte bien déterminé. On connaît ce contexte-là. À la base, si on se réfère sur les travaux de Hamoud Ampateba, il y avait une distinction patronymique entre les peuples. Les Ba, les Diallo, Sow et Bari. Et ce n'était pas une distinction d'ordre hiérarchique, c'était une distinction d'ordre spirituel et, je dirais plutôt, heuristique, c'est-à-dire dans l'ordre du savoir. Par exemple, les Ba, c'était des gardiens du savoir, et le Sow, c'est les Arnaud, ce sont ceux qui étaient les garants de troupeaux, en quelque sorte, si je peux me résumer ici. C'est-à-dire que ce n'était pas une hiérarchie d'ordre social en distinguant les individus en termes de valeur. C'est-à-dire que celui-là est plus noble que l'autre. Non, non. Il y avait tout simplement une répartition des tâches selon les noms claniques, les noms de famille, les prénoms du moins claniques. Et que avec l'éclatement de civilisations premières jusqu'à le royaume du Tekrour, jusqu'à l'avènement du régime de Dinyankobe, de l'Almamia, voilà. Dans ces différentes transitions politiques et d'évolution, il y a eu d'autres formes d'organisation sociale. Et là où les recherches devraient être orientées aujourd'hui, c'est de savoir, par exemple, comment le Tchibolo il est né, comment le Tchèdo s'est manifesté, comment le Torodo s'est manifesté, comment par la suite on a connu cette forme d'hiérarchisation des individus, et que par la suite, il y a eu cette hiérarchisation en termes de noble et de moins noble. Qui est noble, qui n'est pas noble. Hein? Par tout simple, par les valeurs que l'individu lui-même acquiert par sa probité, par sa personnalité, par son courage, non, plutôt par son appartenance. Parce qu'il est descendant d'une famille Torodo, il est noble.
Il est descendant de tel, il est noble. Il est descendant de tel caste, il est moins noble. Ceci, je pense pour moi, dans mes hypothèses, a quelque part structuré nos sociétés avec l'avènement des religions, que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion musulmane, qui sont venus avec l'instrumentalisation des textes religieux pour dominer les autres. Et dans cette domination, nos communautés se sont dominées entre eux-mêmes. Si on s'appuie par exemple sur la révolution de 1779, 1778-79 de Charles Suleiman Bal, pour moi, c'est là la hiérarchisation a pris tout son sens, je dirais, symbolique. Les taureaux d'eau se sont structurés comme la caste, caste dominante et qui se trouve au sommet de la structure sociale, et les autres ont suivi. Donc, on a les supérieurs, les inférieurs. On retrouve. Il y a eu une sorte de reproduction de la domination qui a été installée déjà par la colonisation, l'impérialisme de façon générale. Effectivement, aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes au sein de nos sociétés. Et ces systèmes de domination qui ont été reproduits dans nos rapports entre nous-mêmes, aujourd'hui, politiquement, sont aussi, il y a eu un impact politique parce qu'il ne se passe pas un problème politique en Afrique sans qu'on essaye de l'ethniciser, de mettre le caractère ethnique là-dessus pour pouvoir se détacher ou se distinguer. Les idéologies politiques, les volontés, les aspirations politiques se font très souvent en fonction des orientations ou des sensibilités ethniques des uns et des autres. Et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on ne peut pas construire des nations dans cette façon de voir les choses. Effectivement, c'était très intéressant le rapport que tu fais, le rapport de domination qui existe dans la hiérarchie socio-ethnique poulard, mais ça n'existe pas que chez les Peuls, ça existe dans quasiment toutes les communautés ethniques en Afrique, où il y a une certaine hiérarchie qui se fait de façon, qui s'est fait historiquement, et aujourd'hui, naturellement, ça s'est répercuté sur la vie politique et ça crée des tensions un peu partout. On voit aujourd'hui au Sénégal, c'est un peu pareil, le débat est posé. On voit également en Côte d'Ivoire le concept d'ivoiriété posé par Laurent Gbagbo et par Ouattara. Donc ce sont des questions qui reviennent souvent, l'aspect ethnique, et je pense que c'est parce qu'on a raté aussi la coche. Et aussi, ce sont des mécanismes, des réflexes qui ont été posés aussi par la colonisation pour diviser et étudier, avoir une sorte d'étude ethnique de ce qui se passe sur le terrain africain pour pouvoir mieux les contrôler et les dominer. Donc ça, c'est une histoire qui est très connue. Là, il nous reste 5 minutes. Je vais te laisser conclure et puis nous faire un petit résumé de tes 3 œuvres, nous dire la disponibilité, où est-ce qu'on peut les acheter pour les personnes qui sont intéressées. Voilà. En tout cas, ce que je remarque, c'est comme si la discussion n'a fait que 10-15 minutes, par exemple. C'est tellement complexe, tellement profond, à tel point que on a l'impression d'ouvrir une porte vers une autre, qui fait que voilà, on était sur un large éventail de choses. Voilà. Ce qui dit tout simplement que voilà, je vous encourage dans ce que vous faites pour ce genre d'émission, et que ce soit de manière plus régulière et répétitive pour permettre qu'il y ait un désamorcellement de ces questions-là, afin qu'on puisse en discuter pour toucher le fond. Parce que là, vu que ça n'a pas été discuté, qu'on n'en débat pas, qu'on n'en discute pas souvent, qu'on n'en voit pas souvent des spécialistes en parler, ce qui fait que dans une émission, on veut dire tout, on veut tout expliquer. Cette volonté de vouloir tout expliquer dans une seule émission, c'est parce que tout simplement, ça n'a pas été désamorcé, ça n'a pas été
discuter de manière... en fait, quand il n'y a pas une possibilité d'en débattre le plus souvent, en fait, c'est ce que je veux dire. Concernant les ouvrages, je les résumerai ainsi. Le premier tome évoque tout simplement la naissance de ce néophyte qui part à la recherche, qui est en quête de ses origines, qui essaie de comprendre tout simplement la civilisation de ses ancêtres. Donc, le tome 11 se structure autour de cette question-là. Et en ce sens, le néophyte commence d'abord par l'initiation de sa grand-mère, qui se nomme, par ma grand-mère, paix à son âme, qui s'appelle Aïssata Abou Djibja. Tout à l'heure, un ami m'avait interpellé dans ce sens pour rappeler son nom. Et voilà, ce tome 1 parle tout simplement de cette initiation au savoir ancestral et l'initiation du néophyte d'abord auprès de sa grand-mère et qui par la suite va à la quête de ses origines. Maintenant, dans le tome 2, c'est une continuité du néophyte, mais plutôt sous l'angle psychologique. C'est quelqu'un qui se renferme sur lui-même et qui essaie de créer toute une littérature philosophique à travers tout simplement la galaxie, tu l'as bien rappelé dans tes résumés, l'océan galactique, l'univers galactique, et aussi qui structure son univers à travers ses animaux de compagnon, à travers l'aigle, le loup. L'aigle, par sa puissance, à disons, aller au-delà des altitudes plus hautes que les oiseaux ordinaires, je dirais, d'où tout l'aspect céleste de l'univers néophytique. Et aussi le loup qui a cette capacité, cette résistance de vivre seul en tant que loup solitaire. C'est-à-dire quand on veut réfléchir sur la société et comprendre la société dans ses profondeurs, on a besoin de cette solitude pour réfléchir et comprendre la société. D'où le tome 2. Et en troisième lieu, le dialogue avec moi-même, comme le nom l'indique, en parallèle avec l'ouvrage de Nelson Mandela qui ruminait quelque part ses interrogations lorsqu'il était en prison, et aussi comment il a théorisé ce soif de justice, ce soif d'équité, ce soif d'humanisme. Et partant de ce titre, je me suis inspiré de ce titre-là pour parler tout simplement de mes périples en tant que néophyte depuis mes années de lycée, à travers des discussions, à travers aussi des rencontres avec des professeurs, avec des gens illuminés, voilà, entre guillemets, des connaisseurs. Je notais les discussions, tout ce qui me permettait de comprendre tout simplement ou d'apporter certaines lumières par rapport à d'apporter de la lumière par rapport à certaines questions que je me pose. Et par la suite, à l'université aussi, tu découvres d'autres univers, tu découvres d'autres connaissances, d'autres savoirs et qui ont constitué en quelque sorte des textes que j'écrivais. Et jusqu'à aujourd'hui, où j'ai rencontré d'autres savants, d'autres initiateurs qui m'ont ouvert la voie vers d'autres horizons. Et ce sont ces choses-là aussi que j'ai condensé toutes les réflexions, tous les petits textes que j'écrivais par-ci et par-là. En les regroupant tous dans une seule entité, ça a donné un corpus très intéressant de quelqu'un qui dialogue avec lui-même, qui se pose des questions et qui trouve certaines réponses par certains et d'autres questions qu'il essaie tout simplement de répondre par lui-même, ce qui constitue l'ouvrage Dialogue avec moi-même.
Écoute, merci beaucoup pour ce résumé qui est très complet. Très content de t'avoir. Moi, je connais déjà tes travaux, je connais ton engagement, je connais l'excellence de ta plume, parce que voilà, je te lis beaucoup. On avait même travaillé ensemble dans le cadre d'un ouvrage collectif Voter utile qu'on avait écrit pour montrer un peu l'implication de la jeunesse, entre guillemets, intellectuelle, hein, si tant est on l'est, euh, sur l'aspect politique, le vote, pour avertir, alerter sur l'idée d'un vote voilà, national, d'un vote mérité, qu'à la place d'un vote, on va dire, communautaire entaché. Aujourd'hui, ce débat revient. Nous, on l'avait posé en 2019, je pense, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, c'était un ouvrage qui a fait son petit chemin, qui malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, en tout cas ceux qui ont voulu le lire l'ont lu. Il a quand même contribué à poser un débat, notamment avec Baye Oumarnias, que je salue de passage, Diana Bajom, que je salue, et Cherna Boutanyan, et toi-même, voilà, qui sans doute va être réédité d'ailleurs. Exact. Voilà, réédité pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes parce que les gens commencent à s'intéresser aux livres. Donc, je pense que c'est bon d'en profiter. Nous, c'est notre seule arme de guerre, donc c'est l'écriture. Donc, on va utiliser la plume comme principale arme de guerre dans la sensibilisation. En tout cas, nous te remercions beaucoup. Merci aussi aux personnes qui ont suivi l'émission et la rediffusion évidemment sera disponible. Et à très bientôt, Abdoulaye. Merci. Merci à toi, Alam, et merci à Perspective Afrique, et disons à bientôt autour du voter utile. Tout à fait. Merci beaucoup. À bientôt.